Entre la Chine qui découvre de l'eau dans ses échantillons de la Lune, Boeing qui a un gros problème avec sa fusée lunaire, le rover lunaire Viper de la NASA qui aura peut-être droit à une autre vie après son abandon, Blue Origin qui prépare son premier lancement orbital, la Chine qui vient de provoquer une petite catastrophe spatiale et encore quelques autres, l'heure est une nouvelle fois venue de revenir sur les actualités spatiales de ces derniers jours. Mais avant de commencer, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, pour attaquer en douceur, je vous propose de nous diriger vers la Lune. En effet, ce 25 juin, la Chine terminait en effet avec succès la mission Tianghe 6, en ramenant près de 2 kg d'échantillons du pôle sud lunaire, du côté de la face cachée. Mais alors que l'analyse de ces échantillons ne fait que débuter, la mission Tianghe 5, qui avait elle visé la face visible de la Lune en 2020, continue elle aussi de livrer des résultats pour le moins surprenants. En effet, si on sait que le sol lunaire contient de l'eau, on s'attendait plutôt, Tianghe 5 n'est en forêt qu'à peu près 1 mètre de profondeur au maximum, à trouver de l'eau enfermée dans des cristaux mêlés à d'autres éléments chimiques, sauf que les choses sont un peu différentes. Il s'avère en effet que certains de ces échantillons contiennent de l'eau pure. Alors, si cette eau n'est évidemment pas présente en grande quantité, on parle de quelques atomes tout au plus, elle montre en tout cas que, aidée de sels hydratés, l'eau peut rester présente en petite quantité plus près de la surface lunaire qu'on ne le pensait. Et si cette découverte ne sera peut-être pas un élément majeur dans l'histoire de la science lunaire, elle continue en tout cas d'aider à mieux comprendre la surface, le comportement de l'eau dans cet environnement et le passé de la Lune dans son ensemble. Sauf que voilà, en parlant d'eau sur la Lune, il y a une autre actualité qui a fait pas mal parler d'elle ces derniers temps. Vous le savez peut-être déjà, mais la NASA a récemment décidé d'annuler son rover Viper, rover de 450 kg, dont le lancement était attendu fin 2025 et qui devait rejoindre le pôle sud lunaire pour, entre autres, cartographier la présence de glace souterraine en parcourant au moins 20 km. Mais seulement voilà, le rover s'avère coûter près de 450 millions de dollars, soit un tiers de plus que le prix maximum fixé. Ainsi, l'agence allait quasiment automatiquement mettre fin au rover, qui est complètement assemblé et prêt à entrer dans sa phase de test final, phase où, malheureusement, beaucoup de coûteuses mauvaises surprises peuvent encore apparaître. Sauf que voilà, derrière Viper, il y avait aussi énormément d'attentes pour comprendre notre satellite, en cartographier les ressources et même poser les bases de futures bases lunaires permanentes en cartographiant les ressources essentielles à extraire. Bon, ce dernier exemple reste un futur lointain et utopique, mais vous comprendrez que les objectifs de Viper étaient importants à plein de niveaux et variés. Mais depuis quelques jours, il y a aussi de nouveau de l'espoir. Jusqu'au 2 septembre, la NASA est ouverte à différentes propositions d'entités privées, entreprises ou institutions, pour que le rover Viper puisse être repris à moindre coût, voire sans coût pour le gouvernement américain et l'agence spatiale américaine. Si le futur de Viper est donc tout sauf certain, il existe en tout cas une petite chance pour que, d'ici quelques années, sans trop de retard, le rover rejoigne finalement le sol de notre satellite. C'est toujours mieux que l'option de dernier recours qui consiste à le démonter et en récupérer les instruments scientifiques et les pièces pour les greffer sur d'autres engins. D'autant qu'un acteur en particulier se montre intéressé par le rover, l'américain Intuitive Machines, qui avait déjà fait atterrir son atterrisseur Nova C il y a quelques mois. Bon, l'atterrissage s'était avéré un peu compliqué, mais bref. Avec leur futur modèle d'atterrisseur Nova D, qui sera capable d'emporter près de 3 fois le poids du rover, l'entreprise pense pouvoir l'envoyer sur la Lune et l'exploiter pour un budget minimal, compensé par l'espace restant qui sera vendu, et annonce pouvoir finir le rover avec un coût bien inférieur à un programme gouvernemental, pour les citer. Ça repousserait le lancement à 2027, Nova D n'étant pas encore fini, et quelques vols de Nova C devant encore avoir lieu, mais ça permettrait de sauver le petit rover. Mais justement, alors que la NASA se retrouve à gérer plusieurs programmes coûteux, comme Mars Sample Return qui est aussi en refonte, et à sacrifier des appareils comme le rover Viper ou le télescope spatial Chandra, il est aussi compliqué parfois de ne pas regarder d'un mauvais œil le programme Artemis, et surtout le lanceur lourd SLS développé par Boeing. Et encore plus son évolution, à savoir le bloc 1B. Bon, je résume ça très vite, mais en gros, après le retour sur la Lune d'Artemis 3, le lanceur SLS qui lance la capsule Orion et les astronautes, et doit donc respecter de hauts standards de qualité, devrait évoluer. Le bloc 1B, une version plus polyvalente, améliorée et dotée d'un nouveau second étage plus puissant, l'Exploration Upper Stage, est en effet en développement et devrait entrer en service en 2028.
Sauf qu'un récent audit de la NASA vient légèrement gâcher le tableau. Entre non-respect des procédures de la part de Boeing, des employés sous-qualifiés, une mauvaise communication avec la NASA et un coût qui passe de presque 1 à 2 milliards de dollars pour le développement seulement, il est clair que les autorités compétentes et Boeing vont devoir coopérer pour régler le problème au plus vite. Et si la situation est loin d'être inextricable, il faut bien reconnaître que, ajouté aux difficultés rencontrées par la capsule Starliner actuellement amarrée à l'ISS, et probablement un peu bloquée, mais pas trop, eh bien, la partie espace de Boeing souffre des mêmes problèmes que l'aviation. Des problèmes de qualité, de sécurité et de formation des employés. Mais alors que Boeing continue de faire parler de lui en mal, on allait aussi avoir l'occasion de reparler de Blue Origin. L'entreprise de Jeff Bezos a en effet débuté les essais de la section supérieure du lanceur New Glenn, section qui accueille différents éléments tels que les ailerons et les propulseurs du Reaction Control System, qui permettent d'orienter le lanceur dans l'espace. Si tout se passe bien, le lanceur devrait ainsi débuter sa carrière en septembre, en lançant 2 petits satellites vers Mars, et sera l'occasion pour Blue Origin de mettre pour la première fois quelque chose en orbite. Jusqu'à présent, l'entreprise n'exploite en effet que sa petite fusée New Shepard, fusée qui ne permet que de rapides bonds hors de l'atmosphère de quelques minutes. D'ailleurs, c'est probablement parce que l'entreprise a plus d'expérience avec New Shepard que la New Glenn est dotée d'ailerons et non de fameux Grid Fins, utilisés entre autres par SpaceX mais que plein de lanceurs utilisent depuis le début de la conquête spatiale, pour se stabiliser. Blue Origin a en effet un bien plus solide retour d'expérience sur les ailerons, et sachant qu'ils seront essentiels pour contrôler le lanceur lors de son retour dans l'atmosphère avant qu'il ne vienne se poser, eh bien, le choix a du sens. Mais ça, eh bien, rendez-vous en septembre pour en reparler, car en attendant, dans l'espace, tout ne va pas toujours bien non plus. Il y a environ 2 semaines, la Chine lançait en effet son lanceur Longue Marche 6A, le tout pour un lancement assez banal qui n'allait pas énormément faire parler de lui. Sauf que, comme tous les seconds étages, ce dernier reste en orbite sans possibilité de brûler dans l'atmosphère. En général, il est donc classique de ventiler le carburant restant dans les réservoirs et mettre le second étage au point mort afin d'éviter que ce dernier n'explose en orbite en créant une quantité astronomique de débris. Sauf que c'est hélas malheureusement exactement ce qu'il se produit sur une orbite relativement hautement fréquentée et pour la 3e fois sur les 3 derniers lancements. Bien qu'aucune menace majeure n'ait été identifiée, les quelques 300 débris recensés et les centaines de petits débris mineurs trop petits pour être vus sont tout sauf une bonne nouvelle. Et bien qu'il s'agisse d'un malheureux incident, on peut espérer que des leçons en seront tirées et que la Chine ait suffisamment de données pour qu'un tel incident ne se reproduise plus. Enfin, pour terminer avec les fusées, on notera aussi que Rocket Lab a débuté les essais à pleine puissance jusqu'à 102% de la poussée prévue du moteur Archimède qui équipera le futur lanceur Neutron. Mais ça, je crois qu'on aura encore l'occasion d'en reparler bientôt. Donc en attendant, eh bien, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.